néoclassiques, dans la révolution marginaliste, le fait que les néoclassiques changeaient de façon de voir les choses, notamment que pour eux, la valeur d'un bien n'était pas constante, mais qu'elle pouvait changer selon l'ordre dans lequel vous connaissez bien l'idée qu'il fallait prendre en compte, réfléchir autour de quelle quantité de bien-être supplémentaire me procure la consommation d'une unité supplémentaire. Ça, on pouvait l'appliquer également à l'échelle de Proust. C'est quelque chose qu'on va revoir aujourd'hui dans le chapitre 2. On avait vu que pour eux, l'individu est à la base de tout, c'est l'individualisme méthodologique, le fait de dire que tout ce qu'on observe au niveau d'un groupe, au niveau social, peut s'expliquer par le comportement individuel. Et donc, de ce fait, ce qu'il est intéressant et ce qu'il est nécessaire d'observer, c'est le comportement individuel. On avait vu que, bien que la question individuelle soit centrale, ça ne veut pas dire qu'il fallait laisser l'idée de comment on maximise le bien-être d'une société de côté. Ça, on avait eu une réponse avec Vilfredo Pareto sur qu'est-ce que c'est qu'une situation optimale d'un point de vue global. C'est une situation où on ne peut pas augmenter l'utilité de quelqu'un sans diminuer l'utilité de quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'optimum au sens de Pareto. Cette définition, c'est une définition qui est relative. On peut avoir plusieurs situations qui répondent à ce critère de Pareto. Et donc après, pour faire notre choix entre ces autres situations, il allait falloir faire intervenir d'autres critères comme la justice, l'équité, l'égalité, etc. Mais que dans l'économie du bien-être, le critère qui est premier, le premier critère à mobiliser pour savoir si une situation est bien ou non socialement, c'est le critère de Pareto. Ensuite, on avait parlé de Karl Marx. Alors, Karl Marx, lui, il n'était pas dans l'individualisme méthodologique, lui, au contraire, il était dans le holisme méthodologique. Le fait que ce qui se passe dans un groupe, c'est plus que la somme des comportements des individus. Les individus sont socialisés, donc selon la situation, le groupe dans lequel ils sont, ils ne se comportent pas de la même façon. Également, je vous avais parlé du matérialisme chez Marx, avec l'idée que c'est le mode de production, c'est la façon dont on produit les choses qui va déterminer les idées de la société, comme les lois, la philosophie, etc., qui vont elles-mêmes légitimer le mode de production. Et puis on avait vu ensemble pourquoi Karl Marx parlait d'exploitation des travailleurs par les capitalistes, notamment avec cette idée de plus-value. Le fait que la valeur d'une marchandise peut se répartir en trois parties. La partie concernant la valeur du capital constant, autrement dit les machines. La partie concernant la valeur de la force de travail, autrement dit les salaires. Et la partie de la plus-value. Plus-value qui va dans les poches des capitalistes. Or, pour Marx, cette plus-value est générée par le travail des prolétaires, par le travail des employés, des salariés de l'entreprise, et logiquement, elle n'aurait pas à aller dans les mains des capitalistes. On a vu également que pour Marx, les capitalistes visent à augmenter toujours plus cette plus-value. Ce comportement, cette recherche, elle va conduire à remplacer du capital variable par du capital constant, autrement dit à mécaniser la production, remplacer les hommes par des machines. Ça va avoir deux conséquences. La première, c'est la paupérisation de la population. Et la seconde, c'est la baisse tendancielle du taux de profit. Et ces deux effets combinés, pour Marx, vont conduire à l'effondrement du capitalisme, à l'écroulement du capitalisme sous son propre poids, et à l'avènement d'une société commune. Et on s'était arrêté là, on va aborder Keynes. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on avait vu la semaine dernière? Manque de précision, besoin de revenir sur certains points? Non? Eh bien, écoutez, dans ce cas, reprenons avec la dernière personne qu'on va voir dans cette partie sur l'histoire de la pensée, qui est non des moindres, c'est John Maynard de Keynes.
particulièrement connu pour avoir remis en cause les principes des classiques et des néoclassiques, notamment il va vouloir changer d'échelle au niveau de l'analyse. Keynes, pour plus se situer à une échelle microéconomique, mais il va falloir se situer à une échelle macroéconomique, une échelle globale. Et ainsi, par cette remise en cause, par cette remise en cause, il va ouvrir la voie à d'autres politiques économiques que celles prônées jusqu'à présent. Alors, John, comme l'indice essentiellement, il va vivre une vie particulièrement troublée par les deux guerres mondiales, également par la crise de 1929, qui est à l'époque la plus grande crise que le capitalisme ait connue. Alors, lui commence sa vie professionnelle, il va commencer par travailler au Trésor britannique. Alors, le Trésor, c'est l'équivalent du ministère des Finances et de l'économie en France. Donc, il va commencer avec un poste dans le Trésor britannique. Et puis, après la Première Guerre mondiale, il va être très critique du traité de Versailles de 1919. Il va écrire un ouvrage là-dessus d'ailleurs. Et il va décider de quitter son poste dans l'administration. Et pour gagner sa vie, il va se mettre à la spéculation boursière. Il va spéculer sur notamment le cours des matières premières, le blé, et il va être très très bon là-dedans. Il va être un excellent anticipateur, un excellent spéculateur, il va gagner plein d'argent. Et puis se produit la crise de 1929, à boursier. Alors pas pour lui, il ne va pas devenir pauvre, hein, il va rester riche. Mais ça va le faire réfléchir sur l'économie, sur les positions classiques et classiques, et ça va le faire écrire un livre qui sera le livre le plus célèbre qu'il ait écrit. Il publiera en 1936, et qui s'appelle Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, publié en 1936, qui est l'ouvrage le plus connu de Keynes en économie. Et celui qui va faire accéder à un autre statut. En 1936, quelques années après, Deuxième Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, il va retourner au Trésor, alors avec un poste plus haut que celui qu'il occupait auparavant, conseiller au Trésor. Et ce poste, il va l'occuper jusqu'à sa mort en 1946. Je vois qu'il était jeune. Et donc on va aller voir sa pensée, notamment, dans un premier temps, on va voir sa remise en cause du cadre classique-néoclassique. Keynes va remettre ce cadre en cause. Il ne fait pas partie du plaisir. Il voit que les prescriptions politiques publiques issues de la pensée classique, issues de
la production chute, la pauvreté s'intensifie. On va les politiques publiques prônées par ce courant de pensée classique, ce courant de pensée libéral ne fonctionne pas, ne permettent pas de faire diminuer le chômage, ne permettent pas de faire diminuer la pauvreté, de faire repartir la production. Ça ne marche pas. Et donc, partant de cet état de fait, et de dire, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette théorie. Il y a quelque chose qui va s'appliquer, ça ne fonctionne pas, il y a une raison. Donc, il faut repartir au contact et remettre en cause de cela les fondements de ces théories. Et ce qu'elles nous racontent. Notamment, Keynes va déplacer le focus. Il se focalise plus sur le niveau individuel. Pour Keynes, ce qui compte, c'est de se focaliser sur ce qui se passe au niveau global. Il faut qu'on ait un focus macroéconomique, l'échelle du pays. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle du pays dans son entièreté? Notamment, il va raisonner avec ce qu'on appelle des agrégats. Les agrégats, donc des ensembles construits pour rendre compte d'une situation à l'échelle globale. Les agrégats, c'est le PIB, c'est un agrégat. Ce qu'on appelle la demande, c'est un agrégat. La consommation des ménages, l'investissement des entreprises, le taux de chômage, tout ça, ce sont des agrégats. Et dans son analyse, Keynes va essayer de mettre en relation ces différents agrégats. C'est de voir quel est le rapport entre l'investissement des entreprises et le taux de chômage. Quel est le rapport entre le niveau de la consommation des ménages et le niveau de production? Essayer de voir des relations, de créer, de voir quelles sont les interdépendances, les relations entre les différents agrégats au niveau macroéconomique. Également, Keynes va pas mal critiquer ce que disait Say. Notamment, il va remettre en cause la neutralité de la monnaie. Il va remettre en cause la neutralité de la monnaie de Say. Donc Say, pour rappel, qui disait la monnaie c'est neutre, on s'en fiche d'avoir ou non de la monnaie, mais ce qui nous importe c'est d'avoir des biens et des services. La monnaie, ça ne satisfait pas d'avoir de la monnaie. C'est un truc pratique pour faciliter les échanges, mais en soi, ça n'a pas plus d'importance que ça. Ce qui fait que les phénomènes monétaires et les phénomènes réels sont deux choses totalement distinctes. Ça, c'est ce que disait Say. Et il va dire non, pas du tout comme ça que ça va. Et il va dire la monnaie procure une utilité aux gens. La monnaie procure une utilité aux gens. L'idée, c'est la suivante. Dans une situation d'incertitude, c'est pas de quoi demain sera. C'est ça. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la vie. Il faut vous dire qu'en 1929, en 1930, effectivement, ce qui se passe dans l'avenir, c'est quelque chose de compliqué à anticiper. Dans une situation d'incertitude, j'ai un peu peur de ce qui peut se passer demain. J'ai peur de me retrouver sans sous, de ne pas pouvoir manger, assurer les besoins fondamentaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand je reçois de l'argent, quand j'ai un revenu, je ne le dépense pas en entier. Je ne vais pas directement, dès que j'ai reçu mon salaire, le dépenser intégralement en disant ça, non, je vais en garder un peu de côté. Je vais garder de l'argent. Dans le but de me dire, si jamais demain j'ai un problème, au moins j'ai cet argent de côté.
le but de me rassurer, dans le but de ne plus être incapable de combler mes besoins dans le futur si jamais j'ai un problème. Donc le fait de détenir de l'argent, ça vient combler un besoin chez moi. Ça vient combler le besoin de sécurité, le besoin d'être rassuré. Si le fait d'avoir de l'argent, si l'argent comble un besoin, l'argent a une utilité pour moi. Si l'argent a une utilité, c'est que c'est un bien, une marchandise. L'argent a une valeur d'utilité. Et donc, contrairement à ce que disait c'est que l'argent, ça n'a pas d'utilité, ça n'a pas de valeur, c'est juste un truc pratique et non. L'argent a une valeur, l'argent a une utilité, l'argent est une marchandise. Et donc, il existe un marché de la monnaie. Donc ça, cette idée que l'argent sert à nous rassurer, sert en période d'incertitude à combler ce besoin de sécurité, c'est ce que Keynes va appeler la préférence pour la liquidité. La préférence pour la liquidité, c'est je me sens mieux avec de l'argent liquide plutôt que si jamais j'ai de l'argent bloqué sur un compte que je ne peux pas toucher. C'est ça la liquidité en fait. Plus je peux mobiliser facilement l'argent, plus je peux le dépenser facilement sans coût, sans temps, plus l'argent est liquide. Donc l'argent bloqué sur un compte que vous ne pouvez pas toucher pendant 3, 4, 5 ans, c'est de l'argent peu liquide. L'argent que vous avez dans vos poches, aux pièces, aux billets, ça c'est de l'argent très liquide. Vous pouvez mobiliser tout de suite. Et donc Keynes nous dit les individus ont une préférence pour la liquidité, donc pour des formes monétaires liquides qu'ils peuvent mobiliser sans coût, sans temps, afin de pouvoir se rassurer dans une situation d'incertitude. Donc ça c'est la première critique que Keynes va adresser à C. Il va enchaîner avec une deuxième, qui est de dire la loi de C, ça ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la loi de C? C'est quoi la loi de C? Oui, qu'est-ce que c'est le mécanisme d'émotion? C'est pas grave. Vous essayez? C'est important de stimuler la production, on va stimuler l'offre par la demande, comme ça, on a plus de biens à proposer que de demande de biens. Alors ça, c'est une conséquence de la loi de C, le fait qu'il faille stimuler la production, l'offre par la demande. La loi de C, donc la loi de C, la production ouvre des débouchés au produit. Est-ce que quelqu'un arrivera à m'expliquer le mécanisme qu'il y a derrière? Oui. Quand on produit un bien, on a besoin d'autres biens qui soient notre propre bien, donc on crée un débouché pour produire un bien dont on a besoin pour produire un autre. Oui. Et en produisant un autre, si on engage de la main-d'œuvre, les personnes qui vont engager vont pouvoir avoir des revenus, et ces revenus vont intéresser pour acheter encore d'autres biens, et ça va encore créer d'autres débouchés pour le produit. C'est exactement ça. Donc, la loi de C, c'est que je produis cette quantité de biens. Dans cette quantité de biens, je vais payer des fournisseurs.
fournisseurs. Et je vais payer des salaires. Pour le même montant. Ces fournisseurs et ces salaires, c'est pareil. Les fournisseurs, eux, vont payer aussi leurs propres fournisseurs et leurs propres salariés. Et les salaires vont verser de l'argent vers les fournisseurs de biens. Donc, ça, c'est un processus qui se reproduit d'étape en étape. Et on garde le même montant à chaque étape, à l'infini. Et donc, au final, on a équivalence entre offre et demande. Donc, c'est pour ça que Keynes va reformuler cette loi en c'est l'offre qui crée la demande. D'abord, on produit, ça fait de la distribution de revenus qui reste le même montant à chaque étape. Et donc, au final, on aboutit à une demande qui va être équivalente à cette offre-là. Keynes dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que notamment, la monnaie n'est pas neutre. Ce que Keynes va nous dire, c'est que à chaque étape du processus, étant donné qu'on a de la préférence pour la liquidité, chaque personne, à chaque étape, va garder un peu de l'argent qu'elle reçoit. On ne va pas dépenser tout. Les salariés vont garder une partie de leur salaire. Ils vont en mettre une partie de côté. Les fournisseurs, pareil, vont en garder en trésorerie. Donc, je produis, je distribue le revenu, sauf que, à cette étape-là, au lieu de distribuer le carré noir, je distribue que le carré rouge. Il y a une partie que les fournisseurs et une partie que les salariés ont gardée et n'ont pas dépensé. Donc là, on voit que ici, il y en a moins qu'ici. Et ça c'est vrai à cette étape, mais si je reproduis, je diminue à chaque fois de plus en plus. Et donc, au final, on n'a pas du tout d'équivalence entre l'offre et la demande. Puisque, à chaque étape, chacun fonctionne, entre guillemets, pour garder de côté. Et donc, la demande générée s'amenuise. Donc, il n'y a pas d'équivalence entre offre et demande comme c'est pour le dire. Parce que les gens gardent l'argent, ils ne dépensent pas l'intégralité. Et donc, on n'a pas l'offre qui crée la demande. Bon, ça, c'est un des premiers arguments que Keynes va utiliser pour démonter la loi de C. Le deuxième argument étant que l'une des conséquences de la loi de C, c'était que il ne pouvait pas y avoir de crise de surproduction généralisée. On a perdu, la crise de 1929 est une crise de surproduction généralisée, donc c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, Keynes va un peu renvoyer C dans les cordes. La monnaie n'est pas neutre, la loi de C, ça ne fonctionne pas. Et enfin, le dernier point sur lequel Keynes va attaquer les classiques néoclassiques, c'est sur la rigidité des prix. Notamment pour les néoclassiques, les prix s'ajustent en permanence aux variations de l'offre et de la demande. Si l'offre devient supérieure à la demande, le prix baisse immédiatement. Si la demande devient supérieure à l'offre, le prix augmente immédiatement. Donc il y a un ajustement comme ça systématique, immédiat des prix. Keynes dit, alors, ce processus d'équilibrage à long terme, ok, ça passe. Par contre, à court terme, ça ne marche pas. À court terme, les prix ne s'ajustent pas comme ça à la seconde selon l'offre, la demande. Non, à court terme, les prix sont rigides. Pas flexibles, ils sont plutôt rigides. Donc, tendance à ne pas bouger.
fait est que les solutions proposées par les néoclassiques pour résoudre la crise de 1929 et ses conséquences s'appuient notamment sur cette flexibilité, sur cet ajustement des prix. Donc, cet ajustement des prix qui, selon Keynes, ne peut se produire qu'à long terme. À long terme, oui, les prix s'ajustent, mais à court terme, non. Or, pour Keynes, les problèmes de pauvreté, de chômage sont des problèmes qu'on doit résoudre à court terme, immédiatement. Et donc, il faut proposer d'autres solutions que de simplement dire on va attendre que les prix s'ajustent, et puis tant pis si entre-temps il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent parce qu'ils ne sont pas à manger, c'est comme ça. Non, il faut proposer des solutions maintenant, des solutions court terme, et pas attendre un éventuel équilibrage des marchés plus tard. Alors, quelle va être l'analyse de Keynes sur la question du chômage? Problème à résoudre. Et qui dit problème à résoudre, trouver la source de ce problème. Et pour ça, il va parler d'équilibre de Soudan. Alors, repartons des néoclassiques. Je vous l'ai dit, chez les néoclassiques, les marchés sont à l'équilibre. Marché à l'équilibre, c'est un marché où on a offre égal demande. Offre égale quantité demandée. Oui. Ah, bon. Donc, la question du chômage et l'équilibre de Soudan. Donc, chez les néoclassiques, les marchés sont à l'équilibre, c'est-à-dire que les quantités offertes sont égales aux quantités demandées. Oui. C'est dispo sur un métis ou pas? Oui, c'est sur un métis, c'est ça. Qu'est-ce que ça signifie en ce qui concerne le marché du travail? Si le marché du travail est à l'équilibre, ça veut dire qu'il y a autant de personnes qui offrent leur travail que d'entreprises, que de postes ouverts par les entreprises, que de demandes de travail des entreprises. Sur le marché du travail, l'offre provient des personnes qui travaillent, elles offrent leur travail, et la demande vient des entreprises. Les entreprises sont demandeuses de travail. Donc, il y a équilibre sur ce marché, comme sur tous les autres. Le prix d'équilibre étant un salaire d'équilibre, le prix du travail c'est le salaire. Et donc pour les néoclassiques, les personnes qui seraient au chômage, donc chômage étant entendu comme une situation d'absence d'emploi, donc pour les néoclassiques, les gens qui sont au chômage, les gens qui n'ont pas d'emploi, ils le sont parce qu'elles l'ont voulu. Les gens qui ne veulent pas, au prix du marché, vendre leur force de travail. Ça, chez les néoclassiques, voilà. S'il y a du chômage alors que le marché est à l'équilibre, c'est parce que les gens qui sont au chômage l'ont voulu. Les gens ne voulaient pas d'emploi, ne voulaient pas vendre leur force de travail au prix du marché, ce qui est pour les néoclassiques totalement acceptable, il n'y a pas de problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de jugement là-dessus chez les néoclassiques. Maintenant, ça c'est ce qui est équilibre. Or, on se retrouve après la crise de 29 avec des gens qui cherchent un emploi mais qui n'en trouvent pas. Des gens qui aimeraient bien offrir leur travail, qui veulent offrir leur travail, mais qui ne trouvent pas de preneur en face. Donc on a une offre de travail qui est supérieure à la demande de travail. Donc on a du chômage involontaire. Il y a des gens qui sont sans emploi, mais ça ne vient pas de leur choix, c'est
involontaire pour eux d'être sans emploi. Et ce que nous disent les néoclassiques, c'est que si on a offre supérieure à la demande, normalement on a un ajustement des prix pour rétablir l'équilibre. Offre supérieure à la demande, normalement le prix baisse. Si on a cette situation qui perdure dans le temps, ça veut dire qu'il y a un problème. Et qu'il y a un problème dans la structure du marché. C'est-à-dire que la façon de fonctionner du marché n'est pas bonne. Ce chômage involontaire chez les néoclassiques, il est nécessairement structurel. C'est forcément du chômage structurel. C'est-à-dire que la structure même du marché n'est pas bonne. Si on n'arrive pas à rétablir l'équilibre sur le marché, je vous rappelle, normalement, le marché fonctionne, normalement, il rétablit l'équilibre tout seul. Hein, il n'y a pas besoin d'intervenir. Si le marché n'arrive pas à rétablir l'équilibre tout seul, c'est qu'il y a un problème dans sa structure. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme problème? Par exemple, ça va être l'existence d'un SMIC. Si vous avez un SMIC qui est trop haut, le salaire ne peut pas baisser en dessous, et si le salaire ne peut pas baisser en dessous, ne peut pas rétablir l'équilibre entre offre et demande. Vous avez également pour la faute de syndicats qui, défendant les intérêts des personnes qui travaillent, empêchent la baisse des salaires. Donc voilà, les causes du chômage involontaire chez les néoclassiques, c'est ça. C'est un problème structurel, donc il faudrait enlever le SMIC, il faudrait faire en sorte que les syndicats la ferment un peu et laissent le marché se rééquilibrer. Et voilà quelles sont, pour les néoclassiques, les causes du chômage involontaire. Un problème structurel. Bon, il se trouve que les salaires baissent pendant la crise de 29 et les années 30, et qu'il y a encore du chômage. Donc ici, ça ne marche pas. C'est pas ça. Keynes va dire, on peut tout à fait avoir du chômage involontaire sans pour autant que ce soit une histoire de chômage structurel. On a essayé les baisses de salaire pour rétablir l'équilibre. Bon, ça n'a pas marché. La cause du chômage involontaire, c'est ailleurs. Et pour répondre à cette question, il va développer deux notions. La première, c'est celle de la demande effective. Et la seconde, c'est l'équilibre de sous-emploi. Et donc, des notions. La demande effective et l'équilibre de sous-emploi. Alors, tout d'abord, la demande effective. La demande effective, ce n'est pas la demande. La demande, de mon bien, on va vouloir acheter dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça, c'est
il est normal pour les entrepreneurs de se poser ces questions. Il faut bien diriger son entreprise, essayer d'anticiper ce qui va se passer. Ça, c'est une question qui est très importante si vous avez une entreprise. Vous demandez quelle va être la demande pour vos biens dans 1, 2, 3 mois. Et la réponse à cette question, elle va être importante pour le niveau de production que vous avez décidé. Si vous anticipez que dans 2 mois, plus personne ne fasse votre produit et que ce sera plus pour la mode, bon, bah, vous n'allez pas beaucoup produire. Si par contre vous anticipez que dans 2 mois, votre produit va s'arracher avec le nouveau produit tendance, là, vous augmentez fortement votre production. Donc ça, le niveau de demande effective va déterminer le niveau de production à l'échelle du pays, mais également va déterminer le niveau de l'emploi. Si vous anticipez que votre produit ne va pas se vendre dans 2 mois, vous ne produisez pas beaucoup, donc vous n'embauchez pas personne. Par contre, si vous anticipez qu'il va s'arracher, vous produisez beaucoup, donc vous produisez beaucoup, vous embauchez beaucoup de personnes. Donc la demande effective chez Keynes, c'est ça qui détermine le niveau de la production et le niveau de l'emploi. Le niveau de la production et le niveau de l'emploi sont déterminés par les anticipations sur la demande des entrepreneurs, sont déterminés par les croyances des entrepreneurs. Aujourd'hui, on parlera un peu de la confiance. On entend ça des fois, la confiance des ménages, la confiance des entrepreneurs. C'est un peu ça, c'est l'idée que ce sont les anticipations qui déterminent le niveau actuel de la production et de l'emploi. Et donc, ce que Keynes dit, c'est que, écoutez, le niveau d'emploi n'est pas déterminé par un marché, etc. Il est déterminé par les anticipations des entrepreneurs. Il n'y a aucune raison que ce niveau de demande effective, et donc le niveau d'emploi qui découle, soit suffisant pour assurer que toute personne qui cherche un emploi en aura un. Il n'y a absolument aucune raison que les anticipations des entrepreneurs amènent le niveau d'emploi au niveau nécessaire pour que toute personne cherchant un travail en ait un. Il n'y a absolument aucune raison, il n'y a rien qui stipule ça, il n'y a rien de ça qui oblige à ça. Donc il est tout à fait possible qu'on se retrouve dans une situation stable économiquement, où la demande effective est trop basse, et donc le niveau d'emploi trop bas. Autrement dit, on peut facilement, tout à fait raisonnablement, se retrouver dans un équilibre de sous-emploi. Une situation stable où il n'y a pas suffisamment d'emplois pour toutes les personnes qui en cherchent. Et ce n'est pas à cause d'une structure de marché qui ne permettrait pas un rééquilibrage, c'est pas parce qu'il y aura un pic ou autre chose, c'est simplement les anticipations des entrepreneurs qui ne sont pas suffisantes, ne sont pas à des niveaux suffisamment élevés pour garantir un emploi à toutes les personnes qui en cherchent. Donc, ce problème d'équilibre de sous-emploi, qu'est-ce que dit? On peut tout à fait être coincé dans un équilibre de sous-emploi, on peut se retrouver pendant très longtemps. Du chômage involontaire. Dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire intervenir l'État. Troisième point, la nécessaire intervention de l'État. Donc, on avait vu chez les néoclassiques, encore une fois, le marché est autorégulateur,
seul, pas besoin d'intervenir, il faut laisser faire. Voilà, il se trouve que ça ne marche pas. Le marché n'est pas autorégulateur. Keynes pourquoi? Donc, selon Keynes, en situation de crise comme celle qu'on connaît, l'État doit intervenir. L'État doit faire quelque chose. Quand on a du chômage de masse de cette façon-là, l'État doit faire quelque chose. L'État doit avoir un objectif assez clair, c'est celui de stimuler la demande. L'État doit stimuler la demande. Comme ça, si l'État stimule la demande, les anticipations des entrepreneurs, voyant que la demande est en train de repartir à la hausse, les entrepreneurs vont se dire, si la demande repart à la hausse, ça se trouve, ça va continuer sur cette tendance-là, et donc je vais anticiper que la demande continue à augmenter. Donc la demande effective va augmenter. Si la demande effective augmente, on produit plus et on embauche plus de personnes. Donc si on embauche plus de personnes, on est plus de chômage. Donc voilà la logique de Keynes, et voilà l'objectif de l'État selon Keynes, stimuler la demande. Vous voyez qu'on est bien à côté de ce que disait Seth, qui disait que ça sert à rien de stimuler la demande, il faut stimuler. Alors comment l'État peut stimuler cette demande? Il va avoir deux cordes à son arc. La première, c'est ce qu'on appelle une politique monétaire expansionniste. Donc une politique monétaire expansionniste, ça consiste à dépenser de l'argent. L'État va investir dans plusieurs projets. Alors, en général, ça va être des infrastructures à construire. Des grandes infrastructures, genre la FMI, par exemple, aux États-Unis, ça vient de ça. Construire des écoles, des hôpitaux, construire des routes, des ponts, peu importe, on construire des choses. Il faut investir dans des grands projets. L'État également va augmenter les salaires des fonctionnaires. Il va payer plus cher les gens qui travaillent pour lui. Et puis mettre en place une politique sociale plus généreuse. Il va augmenter les allocations. Donc comme ça, grâce à cette politique budgétaire expansionniste, on stimule la demande. Les gens ont plus d'argent, peuvent dépenser plus. Donc, la demande est stimulée. Donc ça, c'est le premier outil, la politique budgétaire expansionniste. Deuxième outil, la politique monétaire expansionniste. Le premier, c'est la politique budgétaire expansionniste. J'ai dit monétaire? Ouais. Ah bah, pas pour moi. Premier, ce dont je viens de vous parler, c'est la politique budgétaire expansionniste. Désolé. Politique budgétaire expansionniste, donc investissement, hausse des salaires des fonctionnaires, hausse des allocations sociales. Et donc la politique monétaire expansionniste, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant la planche à billets, faire tourner la planche à billets. L'État va créer de la monnaie. Je vous ai dit, selon Keynes, la monnaie c'est un bien, c'est une marchandise, donc il y a un marché. Si l'État crée de la monnaie, il augmente l'offre de monnaie. Ce qui va donc faire que sur ce marché de la monnaie, l'offre va être supérieure à la demande. Si l'offre est supérieure à la demande, le prix baisse. Et le prix de la monnaie, c'est le taux d'intérêt. Donc l'État va créer de la monnaie pour augmenter l'offre de monnaie. Cette augmentation de l'offre de monnaie va faire baisser les taux d'intérêt.
cette baisse des taux d'intérêt, elle va permettre aux ménages, aux entreprises de s'endetter plus facilement, s'endetter moins cher. Et donc les ménages, les entreprises, en s'endettant, eh bien, vont investir, vont consommer, et donc la demande va augmenter. Donc en s'endettant, les ménages, les entreprises vont consommer, vont investir, et donc ça va faire augmenter la demande. Ça, c'est la politique monétaire expansionniste. Donc voilà les deux types de politiques que l'État doit mettre en place selon Keynes lorsqu'on est dans une crise comme celle de 1929, lorsqu'on est dans un équilibre de sous-emploi, afin de stimuler la demande et faire diminuer le chômage. Alors, ces politiques et l'esprit keynésien de ces politiques va beaucoup être utilisé pendant la période qu'on appelle les 30 glorieuses, donc l'après-guerre entre 1945 et 1975. L'État va intervenir dans l'économie, avoir ce qu'on appelle des politiques de stop and go, c'est-à-dire que si on sent que l'activité économique a tendance à ralentir, bah, hop, un petit coup de politique budgétaire expansionniste, cette politique monétaire expansionniste. Par contre, si on sent que le moteur tourne trop vite, on va freiner, donc on va arrêter la hausse des dépenses et arrêter d'imprimer de la monnaie. On appelle les politiques de stop and go, qui vont être beaucoup utilisées pendant les années post-Deuxième Guerre mondiale, et ce jusqu'au deux chocs pétroliers, donc 1973 et 1964, deux chocs pétroliers qui vont marquer le retour à des politiques libérales, voire néolibérales. Et donc pour conclure sur Keynes, alors Keynes, c'est un paradigme à part entière en sciences économiques parce qu'il en rupture très clairement sur les principes, les fondements du paradigme libéral. La monnaie qui n'est pas neutre, le niveau d'emploi qui est fixé par la demande effective, ce genre de choses-là, c'est des choses suffisamment fortes qu'on parle de paradigmes différents. Pour autant, Keynes lui-même se définit comme un libéral. Il faisait partie du parti libéral au Royaume-Uni. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'en temps normal, ils disent les néoclassiques, le marché autorégulateur, etc. Oui, ça marche. Il n'y a pas de remise en cause là-dessus. En temps normal, quand on n'est pas dans une situation de crise, on peut faire dessus ce qui est néoclassique. Par contre, en temps de crise, là, il faut changer de perspective. Et enfin, il ne faudrait pas, ça c'est une erreur qui peut avoir tendance à arriver, il ne faut pas considérer Keynes comme un juste milieu entre Marx et le néoclassique. Keynes n'est pas une synthèse entre Marx et les néoclassiques, Keynes n'est pas un juste milieu. Keynes a une pensée propre, une pensée qui lui est propre, mais pour autant, ça ne le place pas comme un mélange de Marx et de ce que dirait les néoclassiques. Voilà ce qui finit avec Keynes. Alors, normalement, j'ai une dernière partie dans ce chapitre. On ne va pas la faire dans ce cours, simplement c'est que sont-ils devenus. Donc, je vous mettrai un document sur Amitis vous présentant comment ces auteurs, comment ces courants de pensée ont continué à évoluer de façon très succincte, ça tiendra sur une page 2. C'est pas la chose la plus importante qu'on ait à voir, donc je me permets de passer dessus et je vous renvoie à ce que je vous ai fait durant la semaine à suivre. Et donc c'est comme ça qu'on termine ce premier chapitre.
questions sur ce premier chapitre? Des remarques, des interrogations? Bien, dans ce cas, on va sauter à pieds joints dans notre deuxième chapitre, qui va occuper la plupart de ce cours et qui s'intitule Échange, marché, prix et efficacité. Voilà ce qui annonce le menu. Donc commençons par une introduction. Voir ce dont on va parler. Alors, comme je vous avais dit dans le premier chapitre, dans ce cours, on va se focaliser sur le niveau d'analyse microéconomique. On va se focaliser sur la microéconomie, le niveau d'analyse à l'échelle des individus. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que c'est ce niveau qui est à la base d'énormément de recherches qui existent aujourd'hui en économie, même si la macroéconomie a gagné du terrain ces dernières années au gré des crises économiques. La microéconomie, ça reste quand même la base de l'économie aujourd'hui, de la science économique. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord étudier la microéconomie. Comme je vous ai dit, la microéconomie, c'est l'analyse des comportements individuels. On va se focaliser sur la façon dont les individus, les unités individuelles, une personne, une entreprise, prend des décisions. On va également être amené à observer le fonctionnement du marché. Le marché, comment ça marche, quel est le fondement du marché, qu'est-ce qui est produit par le marché. Voilà des questions auxquelles on peut répondre. Et donc on va développer dans ce chapitre ce qu'on appelle la microéconomie standard. La microéconomie standard, c'est ce qui est hérité du courant des néoclassiques. Les néoclassiques ont formalisé, constituent la majeure partie de ce qu'on appelle la microéconomie standard. Donc on va reprendre leurs hypothèses, on va reprendre leur façon de penser. Et donc en termes d'hypothèses, ça va nous amener à reparler de l'homo economicus, à nous reposer des questions en termes de qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace. On va remobiliser le petit modèle de Pareto. Et on va commencer tout de suite en parlant de l'agent économique représentatif, l'homo economicus. Alors, agent économique représentatif, ça veut dire qu'on considère que tout le monde se comporte de cette façon, répond à la définition que je vais vous donner de l'homo economicus. Tout le monde est un homo economicus. Il n'y a pas de distinction entre les personnes. Il n'y a pas de distinction de caractéristiques de base entre les personnes. Donc, tout le monde est identique. Et à partir du moment où tout le monde est identique,
si on veut étudier le comportement de l'individu, il suffit d'étudier le comportement d'une personne. Est-ce que tout le monde est pareil? Jusque dans sa façon de penser. Si on veut savoir ce que n'importe qui ferait, il suffit d'étudier ce que fait une personne, on sait que toutes les autres font la même chose. C'est ça l'idée d'agent représentatif. On étudie ce que fait un agent parce qu'on sait que tous les agents vont faire la même chose. Donc notre agent représentatif, ça va être l'homo economicus. L'homo economicus qui va être rationnel et qui va devoir faire des choix. Alors voyons ce qu'on entend par rationnalité. Alors la rationalité, c'est une définition particulière qu'on va donner en économie. La rationalité, c'est le fait de chercher à atteindre un objectif avoir un objectif, chercher à atteindre cet objectif en utilisant au mieux, en utilisant de la meilleure façon possible les moyens à notre disposition. Donc chercher à atteindre un objectif en utilisant de la meilleure façon possible les moyens à notre disposition et également avoir les capacités de faire des calculs, des analyses, des tri qu'il y a à faire, avoir les capacités cognitives de réaliser ce processus. Donc ça, c'est la définition de la rationalité qu'on va avoir en économie. J'ai un objectif, je sais que je veux atteindre cet objectif, j'ai des moyens pour parvenir à réaliser cet objectif. Le problème qui va se poser à moi, c'est quelle est la meilleure utilisation que je puisse faire de ces moyens dans le but visé. Donc, pour l'homo economicus, ça va impliquer qu'on va être face à des individus caricaturaux. On va être sur des caricatures. C'est-à-dire que on est sur des gens qui ne sont jamais satisfaits. Qui veulent toujours avoir la meilleure situation possible plutôt que simplement une situation satisfaisante. Pas simplement être bien, ils veulent ça. Ils veulent le mieux possible. Donc notre homo economicus, il va être égoïste, je pense à ses propres intérêts, à ses propres objectifs. Tourner vers lui-même, le homo economicus. Et donc, c'est un individu qui cherche à avoir le plus de bien-être possible en faisant avec les contraintes qui s'imposent à lui. Il cherche à être le mieux possible, avoir le plus de bien-être, le plus de satisfaction possible, en faisant avec différentes contraintes qui peuvent s'imposer. Donc ça va être des contraintes de temps, ça va être des contraintes de budget, par exemple.
final, comment il va réussir à atteindre le maximum d'utilité sous les contraintes qu'il a? Donc là, on va voir comment l'Homo economicus prend ses décisions, c'est-à-dire comment il décide d'acheter ou non un bien, de produire ou non un bien, d'emprunter ou non de l'argent. On va voir la façon dont l'Homo economicus prend des décisions. On va mettre en avant les choix individuels et une notion importante qu'on appelle le coût d'opportunité. Donc notre individu il a face à lui plusieurs options, plusieurs alternatives, plusieurs possibilités. Il va devoir faire ce qu'on appelle un arbitrage entre ces différentes options. Donc faire un choix, il va devoir faire ce qu'on appelle un arbitrage. C'est-à-dire une option plutôt qu'une autre, c'est arbitrer. Et notamment pour choisir une option plutôt qu'une autre, il va faire ce qu'on appelle une analyse coût-bénéfice. Une analyse coût-bénéfice compare ce que ça me coûte de choisir cette option, je compare ce que ça me rapporte, et je choisis l'option où l'écart entre les coûts et les bénéfices est plus grand. Je regarde le coût de chaque option, je regarde le bénéfice de chaque option, et je vais choisir l'option pour laquelle l'écart entre bénéfices et coûts est plus grand, afin d'avoir le maximum d'utilité possible. Alors, dans les coûts, il y a des coûts qui sont très faciles à identifier. Par exemple, si je veux acheter quelque chose, le coût, c'est le prix. Mais il y a des coûts qui sont plus difficiles à connaître. C'est des coûts qu'on appelle les coûts d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est ce à quoi on doit renoncer en choisissant une option plutôt qu'une autre. Donc le coût d'opportunité, c'est ce à quoi on doit renoncer en choisissant une option plutôt qu'une autre. Le coût d'opportunité, c'est le fait que quand je choisis une alternative, je ne choisis pas les autres. Donc je renonce à ce que ces autres alternatives pouvaient m'apporter. Donc par exemple, vous avez décidé aujourd'hui de venir m'écouter pendant 2 heures, de venir m'écouter pendant 2 heures parler d'économie ou pas. Vous auriez pu décider, plutôt que de passer 2 heures à m'écouter, d'aller travailler et de gagner un salaire ces 2 heures. Donc, dans votre choix de venir m'écouter, bénéfice, vous apprenez des choses, enfin tout ça, vous augmentez votre probabilité d'avoir votre note à l'examen et donc d'avoir votre diplôme. Les coûts, alors les coûts, ça va être le coût de transport, venir jusqu'ici, mais également, il y a un coût d'opportunité qui est le salaire que vous ne touchez pas pendant que vous êtes là en train d'écouter. En ayant choisi l'option de venir m'écouter plutôt que l'option d'aller travailler pour un SMIC dehors, vous renoncez à ce SMIC
Et donc ça représente un coût d'opportunité pour vous. Vous avez dû renoncer à cela en choisissant l'option de venir plutôt que celle d'aller travailler à l'extérieur. Il y a un coût d'opportunité, c'est ça. Ça ne veut pas dire que forcément vous avez à sortir de l'argent directement de votre porte-monnaie. Mais c'est le fait que, puisque vous n'avez pas choisi l'autre option, vous ne pouvez pas bénéficier du bien-être qu'elle vous aurait procuré. Donc vous avez dû renoncer à ce bien-être, et donc dans votre analyse coût-bénéfice, ce renoncement, il faut l'inclure. Ça passe coût d'opportunité ou pas? Je change doucement. Mais pour vous entraîner à voir ce que c'est, il y a un exercice dans la plaquette qui est le premier exercice à la fin du chapitre 2. Préparez-le et on le corrigera ensemble, on prendra 10 minutes, un quart d'heure la semaine prochaine. C'est des situations où on vous demande de dire les coûts d'opportunité dans tel ou tel cas. Donc voilà, on passera un peu de temps pour le corriger ensemble la semaine prochaine. Ah. C'est pas forcément du long terme. Ça peut être, dans les deux cas, ça peut être du court terme. Là, effectivement, dans votre cas, c'est du long terme parce que vous augmentez le futur salaire que vous aurez, vous augmentez votre probabilité d'avoir un emploi, tout ça. Mais il existe des cas où c'est des alternatives de court terme. Par exemple, si vous avez à choisir entre aller manger, mettons, au McDo ou aller manger au KFC, c'est deux opportunités de court terme. Le fait d'aller manger au McDo, bah, vous ne mangerez pas au KFC du coup, ou alors vous n'habiterez pas. Mais donc, vous renoncez au plaisir que vous aurez procuré là des fast-food au profit de vous. Donc voilà, l'exercice, il est dans la plaquette, il est à la fin des documents du chapitre 2. Donc c'est le premier exercice. On le corrigera, alors peut-être pas en entier, ça dépend de ce qu'on avance, la semaine prochaine. Donc le coût d'opportunité, c'est quelque chose que l'individu va devoir prendre en compte dans son analyse coût-bénéfice. Et dans son analyse coût-bénéfice, il va adopter un raisonnement particulier, il va adopter un raisonnement à la marge. Donc le raisonnement à la marge, je vous en ai parlé, c'est le fait de réfléchir à la satisfaction supplémentaire générée par une unité supplémentaire. Ça, c'est l'utilité marginale. De combien mon utilité est augmentée si je consomme une unité supplémentaire de bien. Et donc notre homo economicus va avoir en permanence ce raisonnement de et si j'en prends un en plus, et si je prends une unité en plus, en permanence, il faut se poser cette question de comparer coût-bénéfice d'une unité supplémentaire. Donc, il va comparer bénéfice marginal et coût marginal. Quel est le bénéfice supplémentaire généré par l'achat, la consommation, la production d'unités supplémentaires en comparaison au coût supplémentaire généré par l'achat, la consommation, la production d'unités supplémentaires. Donc notre individu va décider d'acheter, produire, consommer une unité supplémentaire
supplémentaire quand le bénéfice marginal est supérieur au coût marginal. Si ma satisfaction augmente plus quand je mange une part de pizza supplémentaire que ce que ça m'a coûté d'acheter cette part de pizza, alors je vais la manger, je vais la consommer. En revanche, notre individu, si le coût marginal est supérieur au bénéfice marginal, va décider de ne pas faire, de ne pas acheter, de ne pas consommer, de ne pas produire. Prenons un exemple. Vous avez une compagnie aérienne qui a un avion qui fait 200 places. Le coût de faire voler cet avion, c'est 100 000 euros. Donc, le coût moyen par place d'un vol, c'est 100 000 divisé par 200, c'est 500 euros. Bon, il se trouve que 5 minutes avant le départ, vous avez encore des sièges qui n'ont pas été vendus. Il y a encore des sièges libres dans l'avion. Vous avez quelqu'un qui arrive, dit pardon, j'ai pas pris ma place, je viens de me décider. Je vous propose pour 300 euros, je monte à bord de l'appareil. Question, est-ce que l'entreprise a intérêt à accepter la proposition de cette personne ou à la refuser? Qui pense qu'il a intérêt à l'accepter? Ok, qui pense qu'il a intérêt à la refuser? Il y a des gens qui ne veulent pas s'occuper de Ryanair, mais... Donc, pourquoi, parmi ceux qu'on dit refuser, pourquoi vous pensez qu'il faudrait la refuser? Oui. C'est s'il veut. Enfin, est-ce que ça va. Est-ce qu'il va vouloir. Enfin. Dans le premier temps, est-ce qu'il veut prendre ce vol dans le véhicule, enfin l'avion économique, ou il n'y a pas de ça ici? Comment ça, il veut prendre ce vol? Oui, il veut prendre ce vol, il veut monter à bord de cet appareil. D'accord. Ah bah dans ce cas, oui. Donc, par les gens qui pensent qu'il faut l'accepter, pourquoi, selon vous, il faut que l'entreprise dise oui? C'est réconfort de rester dans l'avion et j'ai 100 000 euros à peu près pour faire voler l'avion. Donc, si moi, je suis 500 euros, enfin, le 500 euros, je suis 500 euros, ça fera quand même finalement pour faire voler l'avion et que le vol soit rentable pour l'accompagner. Donc, je pense que c'est un bon moyen de rentabiliser le vol et pour un peu. Moins cher. Il y a un peu de ça. Est-ce que Carnier aussi? C'est un bénéfice pour moi, de 300 l'avion, Voilà, c'est cette idée-là que vous avez effectivement. C'est le fait que l'avion, comme vous disiez, l'avion va décoller. Donc, accepter cette personne, ça ne coûte rien à l'entreprise. Le coût marginal de ce passager est zéro. L'avion va décoller de toute façon. Je ne fais pas décoller l'avion juste pour cette personne. Donc le coût marginal de cette personne est de 0 €. Le coût n'augmente pas du fait que j'accepte ce passager. Le coût marginal est de 0 €. Par contre, mon bénéfice, mon chiffre d'affaires, lui, va augmenter. C'est 300 € que cette personne va me verser que je n'aurais pas si je n'acceptais pas. Donc le bénéfice marginal de cette personne est de 300 € pour moi. Le bénéfice marginal étant supérieur au coût marginal, j'accepte la personne.
raisonnement à la marge pour arriver à étudier si la variation tient vue d'unité supplémentaire. Ça va être cette logique-là, c'est le fait que ça fasse varier le coût total de production, le profit, le chiffre d'affaires, l'utilité totale. C'est une logique dans la variation que le raisonnement à la marge nous impose. Moi, pour rappel, je vous ai dit, on a tendance à postuler que l'utilité marginale est quelque chose de décroissant. Autrement dit, que plus vous consommez d'un bien, moins une unité supplémentaire de ce bien va vous apporter de bien-être en plus. C'est l'idée qu'un verre d'eau, quand on a soif, ça fait du bien, mais au bout du 20e verre d'eau, c'est plus très agréable. Donc ça rappelle l'utilité marginale qui est décroissante. C'est quelque chose d'important dans la théorie du économie classique, mais nous on n'ira pas dans le détail de pourquoi une hypothèse intéressante. Et donc enfin, dans les prises de décision de mode cognitus, on va avoir la place de ce qu'on appelle les incitations. Donc les incitations, une incitation, ça va être un signal qui influence le comportement des individus, qui influence leur façon d'agir. C'est ça qu'on entend par incitation. C'est une information qui va influencer le comportement, les décisions des adultes. Et en économie, on a tendance à supposer que les individus sont très sensibles aux incitations. Si jamais il y a des informations qui font que leurs bénéfices marginaux ou leurs coûts marginaux sont modifiés, les individus sont très sensibles à cela. Et ça peut les amener à modifier leurs décisions. De toute façon, je me disais, je vais m'acheter une pomme parce que le bénéfice marginal de cette pomme est plus important que son coût marginal, son prix. Si le prix de la pomme augmente, je vais peut-être décider de ne plus l'acheter. Parce que le coût marginal sera devenu supérieur au bénéfice marginal. Donc ça suppose que les individus soient informés en permanence et s'adaptent en permanence. On a des individus qui réagissent tout le temps, sont tout le temps au courant de toute l'information disponible et s'adaptent en permanence à ce flot d'informations. Alors les incitations, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être, il y a pas longtemps, il y a eu une loi sur le climat évacuée à l'Assemblée nationale, où il est question, par exemple, d'imposer des malus sur les véhicules polluants. Ça, c'est une incitation. En mettant des malus, on augmente le prix de ces véhicules et donc on augmente le coût marginal de ces véhicules. Et donc on désincite les gens, plutôt on incite les gens à ne pas en acheter. Ce qu'on avait voulu faire avec ce que le gouvernement avait voulu faire avec avec la taxe carbone, augmenter le prix de l'essence pour
inciter les gens à moins consommer d'essence. Également, ça peut être des incitations du style on va mettre des radars sur la route. Comme ça, on augmente le coût du fait de rouler vite. Donc on incite les gens à respecter les limitations de vitesse. Encore plus récemment, vous avez le pass sanitaire. Le pass sanitaire, qui est un mécanisme qui vise à inciter les gens à se faire vacciner. On augmente les coûts du fait de ne pas être vacciné. Donc, on incite les gens à se faire vacciner. Donc, pour résumer ce qu'on a vu sur le mode cognitif. Le mode cognitus est un individu rationnel qui va devoir prendre des décisions. Pour prendre ces décisions, il va réaliser des arbitrages en menant une analyse coût-bénéfice, en comparant les coûts et les bénéfices de chacune des possibilités qu'il a à sa portée. Dans ces coûts, il inclut les renoncements qui s'imposent en choisissant une option de structure. Autrement dit, il inclut le coût d'opportunité. Ce raisonnement, cette analyse du bénéfice est une analyse qui va se porter sur un raisonnement à la marge. On va raisonner en termes d'une unité supplémentaire à chaque fois. Et cette analyse coût-bénéfice, elle peut être modifiée, elle peut changer en fonction des incitations provenant du marché ou du gouvernement. Et voici qui est l'Homo economicus, l'agent qu'on va utiliser, qu'on va mobiliser, qu'on va voir évoluer dans ce modèle néoclassique. Alors, avant de définir ce qu'est le marché, donc cet univers dans lequel évolue l'Homo economicus, on va se poser une question, mais au fait, pourquoi les gens échangent? C'est vrai, pourquoi on n'est pas tous, chacun dans notre petit lopin de terre, avec notre potager, nos poules, et on ne se parle pas, on reste chacun chez nous? Pourquoi on échange les uns avec les autres? Pourquoi on échange les uns avec les autres? Et également, pourquoi les pays échangent entre eux? Puisque la logique, on va le voir, est équivalente et la même. Donc pourquoi au final il y a des échanges entre agents économiques? Alors pour répondre à cette question, on va mobiliser des personnes qu'on a rencontrées plus tôt, Smith et Ricardo. Adam Smith et David Ricardo ont parlé de cette question de bénéfice à l'échange et on va mobiliser leur analyse pour répondre à cette interrogation de pourquoi on échange. Alors, d'abord, un peu de définition, on va parler d'autarcie. Donc, l'autarcie, c'est une situation où il n'y a pas d'échange avec le monde extérieur. On n'échange pas avec les autres.
consomme que ce qu'on produit nous-mêmes. Alors l'autarcie, à l'échelle d'un individu, ça peut exister, c'est le modèle de l'ermite qui vit dans sa forêt tout seul. Encore c'est le film de The Wild, si vous voulez, mais c'est rare. L'immense majorité des êtres humains vivent au contact d'au moins une autre personne et échangent au moins avec une autre personne. Et au niveau des pays, l'autarcie, c'est une situation où il n'y a pas d'échange avec les autres pays, avec le reste du monde. Et ça, c'est pareil aujourd'hui à l'échelle de la planète. Même si on prend la Corée du Nord, qui est sans doute le pays le plus fermé au monde, la Corée du Nord échange avec d'autres pays, avec la Chine. Donc, la situation d'autarcie n'existe pas forcément en vrai, de façon pure, on va dire. L'un des synonymes qu'on va utiliser pour parler d'autarcie est dans les modèles économiques. Quand on parle d'un pays, on va parler d'un pays en économie fermée. Fermée dans le sens où les frontières du pays sont fermées. Alors, le contraire d'une économie fermée, c'est une économie ouverte. Une économie ouverte, donc il y a des échanges avec le reste du monde, des pays échangent entre eux. Dans le monde actuel, tous les pays ont des économies ouvertes. Même s'il y a un certain degré d'ouverture, mais tout le monde a des économies ouvertes. Alors maintenant, dans les modèles théoriques, dans les réflexions économiques, le fait d'être dans une économie fermée ou ouverte, ça peut avoir son importance. Par exemple, dans le modèle keynésien, on est dans une économie fermée. C'est-à-dire que quand vous stimulez la demande va forcément s'adresser à des biens et des services produits dans votre pays. Par contre, si on passe en économie ouverte, il est possible que cette stimulation de la demande se fasse en faveur de biens, de services produits à l'étranger. Donc, forcément, la capacité de votre politique monétaire ou budgétaire expansionniste à réduire le chômage chez vous, elle va être amoindrie puisqu'il y a une partie de l'argent qui va s'en aller pour réduire le chômage des autres pays. Ça, c'est ce qui s'est passé en France dans les années 80 avec la présidence de Mitterrand qui mènera au fond de la. Donc, bien que dans le monde réel, il n'existe pas d'économie fermée à l'heure actuelle, d'un point de vue théorique, d'un point de vue intellectuel, c'est important, c'est quelque chose qui peut être important, qui peut changer pas mal de choses, selon qu'on soit dans une économie ouverte ou fermée. Et donc on va s'intéresser, dans ce cadre-là, on va s'intéresser à quelque chose qu'on appelle la frontière des possibilités de production. La frontière des possibilités de production, alors c'est l'idée que un pays, pour un individu, a une quantité de travail à sa disposition, a une quantité de capital à sa disposition, a une quantité de matières premières à sa disposition. Autrement dit, une quantité de ressources à sa disposition. Et ces ressources sont limitées. On revient sur l'idée d'argent.
puisque vous avez une quantité de ressources limitée, la quantité de biens, la quantité de services que vous pouvez produire, elle est elle aussi limitée. Donc, puisque on a des ressources qui sont limitées, on peut produire une quantité de services limités. Donc la frontière de production, c'est un peu ce à quoi elle va s'attaquer. Donc voyons la définition de ce qu'on appelle la frontière de production. Alors la frontière de possibilités de production, pardon, la FPP, c'est un graphique, dessin, représentation des différentes combinaisons efficaces est possible pour une économie en prenant en compte la quantité de ressources ou de facteurs de production, en prenant en compte la quantité de ressources ou de facteurs de production et la technologie existante. Donc c'est une représentation des différentes combinaisons efficaces et possibles pour une économie en prenant en compte la quantité de ressources ou de facteurs de production disponibles et la technologie existante. Alors, l'idée de la frontière des possibilités de production, c'est qu'elle vient représenter les combinaisons efficaces, c'est-à-dire les combinaisons pour lesquelles on tire le maximum des ressources qu'on a à notre disposition. On les utilise de la meilleure façon possible. On tire le maximum des facteurs de production qu'on a sous la main. Autrement dit, on est dans une combinaison efficace quand on ne peut pas augmenter la production d'un bien ou d'un service sans diminuer la production d'un autre bien ou service. Donc une combinaison elle est efficace si on ne peut pas produire plus d'un bien sans forcément produire moins d'un autre bien. Ça rappelle l'optimum de Pareto. Donc maintenant, voyons comment on va dessiner une frontière de possibilité de production. Alors, dans les graphiques qu'on va faire, quelque chose d'important à tout faire en première, on fait nos axes. L'axe horizontal, on appelle ça l'axe des abscisses. L'axe vertical, on appelle ça l'axe des ordonnées. Ça, c'est comme
on place le point 0 et on gradue. Une échelle pour dire quelle distance il y a entre 0 et l'un des points pour avoir l'échelle. Ensuite, il faut nommer nos axes. Il faut dire ce qu'ils représentent. Alors, dans notre exemple, on va dire qu'on a une économie où on produit que de biens, parce que c'est ça qui est le plus facile à représenter graphiquement. Si on passe à plus de biens, il faut, par exemple, pour 3 biens, il faudrait composer le dessin en 3D. On va faire. Donc, on va faire une économie où on produit de biens. On va dire qu'on produit des homards et du champagne. Alors, le champagne, on mesure ça en litres. Le homard, c'est 1 homard. Voilà, on a une économie. On produit ces deux biens, homard et champagne. Notre frontière des possibilités de production, elle va donc représenter toutes les combinaisons de homard et de champagne, telles que, si on veut augmenter la production d'un des deux biens, on doit forcément diminuer la production de l'autre bien. Donc, on va partir d'un des deux axes, on va dessus. De cette façon. Il y a un format rendu comme ça, je vous expliquerai pourquoi on a cette forme-là. Alors là, je viens de passer 4 points. Ces points représentent des combinaisons d'une certaine quantité de homard et une certaine quantité de champagne. La question que je vais vous demander maintenant, c'est est-ce que, d'après vous, le point A représente une quantité, une combinaison efficace? Pourquoi? Alors certes, elle est loin. Alors, oui, effectivement, ce n'est pas une combinaison efficace. Pourquoi? Parce que je peux produire plus de champagne sans forcément produire moins de homard. De la même façon, je peux produire plus de homard sans forcément produire moins de champagne. Quand on regarde ici, depuis le point B, si je veux augmenter ma production de homard, donc si je veux me déplacer vers la droite, je remarque que je suis obligé de descendre également, donc de produire moins de champagne, de me déplacer vers le bas. Parce que si jamais je ne fais que me déplacer vers la droite, j'arriverai ici, je serai plus sur la frontière des possibilités de production. Donc je suis obligé de descendre en même temps, donc de produire moins de champagne pour produire plus de homard. Pareil, si je pars de ce point C, je peux produire plus de champagne. Donc il faudrait que je monte. Mais si je produis plus de champagne sans produire moins de homard, je ne suis plus sur ma frontière des possibilités de production. Donc pour produire plus de champagne, je suis obligé de me décaler vers la gauche, donc de produire moins de homard. Et enfin, par exemple, ce point D,
ça c'est une combinaison où je produis plus de marque de champagne, mais ce n'est pas une combinaison que je peux atteindre. Je n'ai pas suffisamment de ressources à ma disposition pour atteindre le point B. La combinaison D n'est pas quelque chose que je peux produire, une combinaison quelque chose qui est possible. Donc l'ensemble des combinaisons possibles, toutes les combinaisons possibles ils sont là. Tout ce qui est en dessous de cette frontière des possibilités de production, je peux le produire. Le point A, je peux le produire, mais je peux produire tous ces points-là. Mais celles qui sont possibles et efficaces, c'est celles qui sont sur la courbe, où je ne peux pas augmenter la production d'un bien sans diminuer celle d'un autre. Est-ce que ça va, frontière des possibilités de production? Des questions? Donc, voilà comment on décide une frontière des possibilités de production. Oui, vous pouvez prendre en photo si vous voulez. Oui, moi je les fais, oui. Les graphiques, je ne les fais pas, je ne les mets pas sur les slides, je ne les fais pas à l'avance. C'est comme ça paraît qu'on les passe en même temps. Plutôt que vous vous projetez et vous dire c'est comme ça qu'on fait, ça vous voyez le faire en même temps, le faire en même temps, et si vous voulez les prendre en photo, vous pouvez. Donc maintenant, on va s'intéresser à pourquoi il y a cette forme-là, notre frontière des possibilités de production. En fait, cette frontière des possibilités de production, elle vient représenter l'idée d'arbitrage. Si je veux produire plus d'un bien, je suis obligé de diminuer la production de l'autre. Donc il faut que je fasse des choix. Donc au point A, là, je n'ai pas forcément besoin de faire des choix si je veux produire plus. Je peux produire plus des deux, donc je n'ai pas à choisir. Par contre, quand je suis au point B ou au point C, là il faut que je choisisse. Puisque si je veux produire plus de l'un, il faut que je choisisse moins de l'autre. Donc ça implique de prendre des décisions, de faire des choix, de faire des arbitrages. C'est cette idée-là que la frontière des possibilités de production vient représenter. Le fait qu'on a un moment où on utilise au maximum nos ressources, et donc on doit faire des choix sur ce qu'on est amené à produire. Donc ces choix, on peut parler de renoncement. Si je veux produire plus d'un bien, je suis obligé de diminuer la quantité de l'autre. Je suis obligé de renoncer à une certaine quantité de notre bien. Donc on peut parler de coût d'opportunité. Le fait d'augmenter ma production de homard, quand je suis sur ma FPP, ça a un coût en litres de champagne que je ne vais pas produire. Je renonce à une certaine quantité de champagne pour pouvoir produire plus de homard. Donc ma production de homard a un coût d'opportunité en champagne. Et ce coût d'opportunité, il est représenté par la pente de la courbe. Il est représenté par la forme de la courbe parce que, par exemple, pour passer de B à C,
passer de B à C, par exemple, je passe de B à C, donc pour passer de B à C, il faut que je renonce à cette quantité de champagne pour obtenir cette quantité de homard supplémentaire. Donc cette pente représente le coût d'opportunité, la quantité de champagne à laquelle je dois renoncer pour produire cette quantité de homard supplémentaire. Et cette pente, c'est pas une ligne droite. Alors, dans les exercices que vous ferez, en général, ce sera une ligne droite, ça pour simplifier la situation, mais normalement, c'est pas censé être une ligne droite, c'est court comme vous le voyez. Ça représente l'idée que les rendements sont marginaux. C'est-à-dire que pour augmenter la quantité d'un bien, on est de moins en moins performant. Plus on a une grosse quantité produite, plus produire une unité supplémentaire, ça consomme de ressources. On va dire que la productivité marginale des facteurs est décroissante. L'idée c'est la suivante, c'est que au début, quand par exemple je commence à produire des homards, les homards, on va les pêcher, je vais d'abord embaucher les meilleurs pêcheurs. Des gens très performants, très productifs, qui vont m'amener une certaine quantité. Puis si j'en veux plus, je vais devoir embaucher de nouvelles personnes qui sont moins performantes, qui sont de moins bons pêcheurs. Et encore, si j'ai encore plus de homards, je vais embaucher des personnes qui sont peut-être même pas pêcheurs à la base. Je vais les former, etc., etc. Donc j'embauche des personnes qui sont de moins en moins fortes, de moins en moins bonnes, de moins en moins productives. Donc, au fur et à mesure que je veux augmenter la quantité de homards que je produis, j'embauche des personnes de moins en moins performantes. Et donc, le rendement d'une personne supplémentaire, la productivité, la production d'une personne supplémentaire, la production marginale d'une personne diminue au fur et à mesure. Et donc la semaine prochaine, on verra la façon dont cette frontière des possibilités de production se déplace. Merci de votre attention. Je la table, là.